Donc on va commencer par des questions du public. Alors moi j'ai entendu qu'il y avait il y avait un scientifique dans la salle qui avait envie de poser la première question. Je crois que c'est un docteur en physique des semi-conducteurs. Si je crois. Jean, t'as une question? Entre autres, oui, entre autres. De scientifique à scientifique. Hein. Ouais. D'accord. Non mais bon, c'était loin tout ça. Oui, la question qu'on pouvait se poser, c'est vous avez fait des expériences. On voulait juste savoir ce que vous avez fait comme expérience dans l'espace. D'accord, vous avez encore une heure devant vous. Si vous dites ce qui se fait maintenant également comme expérience, ça nous intéressera aussi. Hein. Oui, je vais peut-être vous raconter des choses qui se font maintenant aussi. C'est vrai que moi, j'avais un gros programme d'expérience pendant mes vols, plutôt dédié à la physiologie, la médecine, les sciences du vivant, la biologie du développement sur des œufs de pleurodèle, des salamandres. Hein, j'avais emmené avec moi des salamandres qui ont pondu dans l'espace. Sur des vols de courte durée, sur la physiologie, c'était surtout les modifications au niveau du système cardiovasculaire, quand on est en environnement de microgravité, répartition des fluides, disparition du gradient de pression hydrostatique. Ça vous rappelle des choses? Rien du tout. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais si, dis oui. Les références cognitives, vous êtes d'un seul coup un environnement 3D, voilà, tous les objets se déplacent, les problèmes d'orientation, de référentiel, qui sont importants d'ailleurs. Et Thomas, en ce moment, aborde des expériences de manipulation de robotique avec des forces haptiques et puis des contrôles visuels, réalité augmentée. Donc tous ces éléments cognitifs qui vont jusqu'à la performance dans l'interface robotique. Donc, tous ces éléments-là. Les vols de longue durée, comme Thomas en ce moment, il y a aussi cette étude du système musculaire et du système squelettique. Parce que vous êtes, muscles complètement relâchés en microgravité, donc beaucoup moins de stimulation mécanique sur les tendons, tous ces capteurs, les senseurs qu'on appelle ceux de la proprioception, qui font que votre squelette, qui de toute façon, vous le renouvelez tous, votre squelette, hein, vous êtes né avec un squelette, et puis très régulièrement, vous avez des cellules qui mangent l'os et des cellules qui fabriquent de l'os, les ostéoblastes, les ostéoclastes. Donc on essaie de comprendre ça, mais je voulais terminer pour pas être long. Puis il y a des manips de physique des fluides, physique des plasmas, bien évidemment, des alliages. La combustion ne se déroule pas du tout pareil en microgravité. Donc toute cette recherche en microgravité, recherche sur les radiations aussi beaucoup. Là, une manip Lumina pourrait faire un dosimètre à fibre optique en ce moment avec des kilomètres de fibre optique pour les radiations. Des manips techno, bien évidemment, les sorties extravéhiculaires pour la maintenance de la station ou exposée au vide spatial et aux radiations des structures, soit mécaniques, électroniques ou vivantes. Et quelque chose qui est intéressant et sur lequel travaille Thomas en ce moment, tout ce que j'ai évoqué, perte du contrôle postural des références, hypotension orthostatique parce qu'il y a une répartition des fluides un peu différente, atrophie musculaire, fragilité osseuse. Ça va peut-être vous rappeler que ce sont des éléments du vieillissement. Et en fait, les chercheurs sont très intéressés aujourd'hui parce que la microgravité est un modèle de vieillissement accéléré, réversible. Donc c'est super intéressant pour les chercheurs. Un vieillissement réversible. Fabrice, on oui, en c'est rêve ça. tous. Alors, Thomas a monté avec lui. Fallait partir cette nuit. Des cellules souches, les organoïdes des micro-cerveaux. Et voilà, pour étudier cet aspect du vieillissement, des articulations, des synapses, de la connectivité neuronale sur des organoïdes. Donc, il y a plein de choses passionnantes. On ne peut pas s'affranchir de la gravité au sol. Le seul endroit où on peut tester ces hypothèses de l'impact de la gravité sur les lois de la physique, sur les lois du développement du vivant, c'est le laboratoire en microgravité. Et puis en plus de ça, on fait de la télémédecine, de l'interface robotique, enfin voilà, plein de choses importantes pour la Terre, pour l'humain, et puis pour l'avenir de l'humain quand on envisagera des missions plus lointaines. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Laurent. Oui, peut-être juste, vous, justement, quand vous projetez, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Vous parliez comme sur la Lune, en ce salon, vous étiez petit. Aujourd'hui, vous avez une très grande expérience. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous étonnerait peut-être dans les 15-20 ans à venir?
Alors, je vais juste le dire au micro pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est la question. Et qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait rêver, Claudie? Peut-être deux réponses. Vous avez parlé de la Lune. C'est vrai, et en plaisantant tout à l'heure, je disais que j'avais un regret, c'était de ne pas avoir marché sur la Lune. Donc si on m'appelait pour prendre un entraînement pour partir sur la Lune, je crois que je dirais oui. Mais on ne va pas m'appeler. Je prépare ça pour les plus jeunes générations. Mais j'ai beaucoup travaillé, comme le disait Fabrice tout à l'heure, sur cette histoire de Moon Village, qui est cette possibilité d'implanter des infrastructures sur la Lune pour apprendre à y vivre, à y travailler, à gérer, stocker l'énergie, l'économie circulaire, gérer les déchets, enfin la mobilité, tout ce qu'on peut envisager. Et là, mon rêve, ça serait que vraiment on se mette en coopération multilatérale, pacifique, pour faire en sorte qu'on ne reproduise pas sur Terre la désinvolture qu'on peut avoir sur la gestion de ressources finies, etc. Qu'on essaie de le faire dans une gouvernance la plus ouverte et constructive possible, qu'on soit inclusif dans notre diversité, c'est-à-dire que il y a des pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de participer à ça. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine, mais ils font partie de l'humanité, donc il faut les embarquer. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon rêve. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tant que l'Europe n'est pas à la table des négociations, une petite voix parmi les 195 pays des Nations Unies, ça ne s'entend pas, ça ne le fait pas, quand il y a effectivement les grandes puissances aujourd'hui. Donc ça, c'est ma partie gouvernance, bien commun, avenir de l'humanité. Et mon deuxième rêve, parce que j'ai été impliquée quand j'étais ministre de la Recherche à l'époque, c'est moi qui ai porté pour le gouvernement français et au niveau européen le démarrage du projet ITER à Cadarache, la fusion nucléaire, la fusion au cœur des étoiles pour une énergie inépuisable et sans déchets. Je suis allée à Cadarache récemment. C'est fantastique. Ça, c'est de la coopération multilatérale. Il y a, la Chine est là, la Corée, enfin tout. Ils sont tous là. Je fais le tour du monde pour ce projet. Et voilà, alors on n'en est pas encore au démonstrateur, on n'en est même pas à l'ignition qui fait qu'on récupère plus d'énergie que ce qu'on a mis en entrant. Mais c'est un projet fantastique et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le risque de ne pas faire. Parce que il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit à l'époque, oh là là, mais c'est pour 2050, ça va coûter très cher, et si on fait de la fusion, on ne fera pas autre chose. Et on a réussi à mettre en place cette dynamique internationale. Ça avance, ça progresse. C'est pas pour 2030, mais on ne pouvait pas ne pas faire. Et j'aimerais ce rêve de atteindre l'ignition et de passer de l'autre côté. Merci. On a une question en fait qui vient de LinkedIn. On va la découvrir ensemble. Donc, je la lis telle qu'elle est. Quel impact pour la planète de développer autant le spatial privé sans régulation? Oui, j'ai une question très, très intéressante. Alors, il y a deux parties. Si vous voulez me faire parler du vol Inspiration 4 qui aura lieu cette nuit ou du tourisme spatial pour quelques ultra riches qui pourraient aller dans l'espace, je pense que là, de toute façon, ça ne deviendra pas du tourisme de masse. Et bon, je pense qu'il faut être attentif. Mais la question, elle est pas là vraiment. Elle est, je disais tout à l'heure, dans ce New Space, il fallait aussi que les agences deviennent des nouvelles agences dans leurs fonctions, et en particulier pour ce sujet évoqué là, de la régulation pour le bien public, pour ces biens communs que représente l'espace. Aujourd'hui, on est en train de mettre sur la table, on n'est pas arrivé à des textes de régulation, mais de mettre sur la table un texte qui définirait ce que pourrait être un comportement responsable. Bon, ça vous parle, comportement code de conduite responsable.
Oui, alors un peu, oui, un peu code de conduite. Dans un espace qui appartient à tout le monde, vous me disiez. Dans un espace, aujourd'hui. voilà, le traité de 1967, Outer Space Treaty, qui n'a pas été écrit à un moment donné où il y avait des entreprises privées, où on pensait exploiter des ressources, effectivement, en particulier autour de la Lune. Bon, les corps célestes sont patrimoine de l'humanité, non appropriables par aucun État. Donc là, certains se sont glissés dans le petit trou de l'État, éventuellement appropriation de ressources pour des entreprises privées. Alors après, peut-être qu'on verra même à un moment donné acheter en bitcoin une parcelle de lune. Je ne sais pas, ça fait partie des modèles économiques que certains avancent, hein, absolument. Donc voilà, les agences doivent être là aussi pour ces aspects de mise en situation au-delà du simple retour économique. Parce qu'il y a une économie orbitale, orbite basse, orbite géostationnaire, les fréquences. Les fréquences, les attributions de fréquences, ça c'est régulé, parce que ça a tout de suite été un problème. Mais aujourd'hui, même l'accès à l'espace comme ça et ces constellations, en réévoquant le syndrome de Kessler, à un moment donné, si ça commence à diverger, on se bouche l'accès à l'espace. On ne pourra plus passer. Et l'espace aujourd'hui, c'est ce qui vous donne les télécoms, le positionnement, la météo, toutes les informations. Voilà, notre vie dépend du spatial. Si on coupe le lien avec les satellites aujourd'hui, la Terre tournera encore, mais nous, on va avoir du mal à tourner correctement. Donc, oui, régulation, important. Et la régulation, le droit spatial, il est très lacunaire. Et donc, on avance, on régule en avançant, en marchant. Mais ce n'est pas obligatoirement les entreprises privées qui vont tout de suite se mettre sur le sujet de la régulation. Donc, Est-ce qu'il y a une autre question de la salle ? Si, moi je posais une question, bonsoir madame. Vous avez parlé de oser, vous avez parlé d'audace préparée, vous avez parlé de bienveillance, de coopération, avec un grand C, de diversité, de mixité. La vingtaine de pourcents de femmes qui est arrivée dans cet environnement-là, quel a été l'apport de cette féminité, de ce professionnalisme vu d'un point de vue féminin, dans cet environnement qui était très masculin, du moins au départ? Est-ce que ça a bouleversé les choses? Est-ce que le mode de fonctionnement de coopération est obligé de s'ajuster? Je me permets de résumer. C'est une question sur l'apport des femmes, voilà, dans la conquête spatiale, c'est ça, et dans le monde, dans la coopération qui était décrite précédemment. Oui, il y a plusieurs niveaux, mais j'élargis la mixité à la diversité avec les différentes facettes. Hein. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait que des pilotes de chasse militaires. Hein. Bon. Chevaliers du ciel, fumant sous leur casque, hein. C'est très beau, mais voilà, c'était pas la diversité. Et donc la diversité sous toutes ses facettes. Alors, ça interagit bien sûr sur la façon dont on pose les problèmes, la façon dont on trouve des solutions. Simplement pour les tests psychologiques de groupe et les constitutions d'équipage, toutes les équipes aujourd'hui et les études qui ont été faites sur des simulations en analogue disent que les équipages mixtes sont beaucoup plus cohérents, adoucis dans leur rapport au sol, dans les prises de décision. Mais ça, je pense que vous le voyez aussi dans vos entreprises respectives. On n'a pas la même façon de poser les questions, de prendre la parole. Donc ça, c'est un apport, un enrichissement par la diversité, tout simplement. Après, il y a cet aspect de l'interface de travail, je dirais. Je dis ça appliqué à mon cas personnel. Préparer une sortie extravéhiculaire, bon, vous enfilez scaphandre pressurisé, hein, c'est votre petit vaisseau spatial à vous. Je me suis entraînée en bassin, puisque les modules de station sont immergés dans les grands bassins et qu'on travaille, principe d'Archimède, en bassin pour arriver à avoir une flottaison la plus neutre possible et être un petit peu comme en situation de microgravité, puisque j'en ai pas fait dans le vide spatial, mais j'ai eu la chance de m'y entraîner. Et voilà, c'était un scaphandre taille XXL, russe.
soviétique. Vous imaginez, hein, pressurisé, il faut que le coude soit au bon endroit, l'épaule soit au bon endroit. Alors vous avez beau rajouter 3 couches de mousse pour que ça passe, bah, vous n'avez pas obligatoirement les doigts au bout du gant, etc. Bon. Et donc, voilà, l'interface de travail, quand on agrandit les utilisateurs des interfaces de travail, ça va nous amener à modifier, transformer les choses. Vous l'avez vécu avec le télétravail pendant la crise Covid, les interfaces de travail, comment on les modifie, comment on les fait évoluer. Et ça, je crois que c'est au bénéfice de tout le monde. Et donc, c'est un élément que je trouve important. Après, dans cette vie d'astronaute particulier sur comment on vit ça entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, c'est des questions qui sont posées aussi, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, quand je parle dans des boîtes d'ingénierie, il y a souvent des candidats qui ont présenté leur dossier à la sélection de l'Agence spatiale européenne, dont je parlais, avec une petite main qui se lève comme ça. Et c'est les garçons qui me demandent, mais comment on fait pour ajuster vie professionnelle, vie privée? Donc voilà, il y a des choses qui bougent comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, c'était un regard différent, une façon d'entrer dans le problème, de poser des solutions, plus cette ergonomie au sens large de l'interface de travail qui va aussi au fait que effectivement dans des endroits privilégiés, il y a une conciergerie pour vous aider à prendre vos rendez-vous, il y a une crèche pas très loin pour déposer les enfants, qu'il n'y a pas de... Bon, ça c'est le truc classique de réunion à partir de 19h, bien évidemment. Voilà. Je crois qu'on vous écouterait encore très très longtemps. On a une dernière question pour conclure cette session. Et c'est Fabrice qui va vous la poser. Alors en fait, la dernière question a déjà été posée dans la salle. C'est là. Exactement. Et donc, je souhaiterais... Non, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. C'était quoi le projet fou? C'était être appelé pour rejoindre une mission sur la Lune. Voilà, c'est ça. Et donc, Laurent a un peu posé. Ce que je souhaitais faire, c'était remercier les quelques 400 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux ce soir à notre invitation. Et donc, remercier Claudie au nom de toute la salle, au nom de Digital Insure et au nom des 400 personnes qui nous suivaient. Et peut-être que Richard va maintenant perpétuer une tradition russe. Oula. Non, pas celle-là. Sans vodka. Et vraiment un immense merci, Claudie, pour la richesse de votre intervention. Voilà, alors on souhaitait bien sûr vous remercier pour votre intervention, mais également pour toute votre carrière passée et future, au bénéfice de tous, de l'humanité. Voilà. Merci encore. Merci. Merci à tous, c'était un plaisir. Et ben voilà, je termine en disant Ad Astra, vers les étoiles. C'est comme ça qu'on se parle, astronaute. Alors souvent on dit, peut-être ça vous parle aussi, per aspera ad astra, au travers des difficultés, mais jusqu'aux étoiles.